Adoption au Sénat de la loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021 renvoyé à la commission ECOFIN et bonne gouvernance pour une étude plus approfondie. Télé 50 fait la une de RFI depuis l'interview exclusive de Jean-Marie Kassamba accordée au patron de BGFI Bank, interview qui a remis les pendules à l'heure sur la prétendue enquête de Congo Hold-up. Manifestation des journalistes ce vendredi à Bukavu pour exiger une audience en flagrance et en chambre foraine à l'Assemblée provinciale pour que les policiers auteurs des actes barbares orchestrés à l'encontre des chevaliers de la plume soient punis conformément à la loi. Le journal sur Télé 50, merci de nous y rejoindre. Le Sénat a adopté en séance plénière ce jeudi 2 lois financières du gouvernement. Il s'agit de la loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021, renvoyé directement à la commission ECOFIN et bonne gouvernance pour une étude plus approfondie. C'est après la réponse du ministre des Finances Nicolas Kazadi aux préoccupations des sénateurs, préoccupations lui adressées et à lui et à son collègue du budget, Aimé Boji, expliquant les raisons de la problématique du dépassement budgétaire qui défraie la chronique. Nicolas Kazadi a indiqué que cette situation est tributaire à la qualité des prévisions budgétaires qui ne permettent pas au gouvernement de répondre à ses charges. Dans la même optique, il a évoqué les imprévus, la masse salariale, la Covid-19, ainsi que les impératifs sécuritaires. Le ministre des Finances a salué l'engagement du Sénat à travers sa commission ECOFIN afin d'aider le gouvernement dans la maximisation des recettes. Un professeur d'économie, Modeste Batulukebo, a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils au gouvernement afin d'améliorer sa gestion des recettes et dépenses publiques. Au nom de 5 collègues du budget empêché, Nicolas Kazadi a évoqué les difficultés de la mise en place de la caisse des péréquations et la retenue à la source de 40% des ressources provinciales. Les difficultés, d'après lui, sont liées au non-achèvement du processus de la décentralisation. Ici, le gouvernement a sollicité et obtenu du Sénat l'organisation d'un cadre approprié pour discuter et approfondir ces 2 questions sur les entités territoriales décentralisées. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le speaker du Sénat et l'ensemble des sénateurs ont fustigé le rapport qu'a pris l'examen du budget 2022 à l'Assemblée nationale alors qu'il a été déposé depuis le mois de septembre dernier par le gouvernement Samalou Kondé. La Constitution prévoit 40 jours pour son examen à la Chambre basse et 20 jours au Sénat. Visiblement, pas de vacances parlementaires pour les élus des élus. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec la Commission de la sécurité et défense de la République française. L'objectif de ces échanges consiste à renforcer la coopération militaire entre la RDC et la France. Conduite auprès des présidents de 2 chambres par le président des commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale, la délégation de la commission défense nationale du Parlement français a eu des échanges fructueux avec la partie congolaise. La délégation française, conduite par Françoise Dumas, s'est dit satisfaite de l'accueil lui réservé par le président Bosson Kodia. Nous devons travailler ensemble et renforcer cette collaboration. Tout d'abord une coopération militaire, une coopération opérationnelle, stratégique, mais aussi une coopération d'ordre sur tous les autres plans en termes de développement. Nous devons poursuivre aussi cette diplomatie parlementaire. De son côté, Bertin Moubonzi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, s'est dit satisfait d'avoir conduit auprès des bureaux du Parlement congolais la délégation française et dit que la rencontre avec la délégation française prouve à suffisance que la RDC et la France ont beaucoup à échanger et c'est une diplomatie parlementaire qui vient de voir le jour. Et bien avant cela, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu la proposition de loi relative à la lutte contre le chômage des jeunes en République démocratique du Congo, déposée par les députés nationaux Mastaki Namegaba Justin. Un sentiment de satisfaction lorsque nous avions appris l'arrivée de Madame Dumas, la présidente de la commission défense de l'Assemblée française, prouve à suffisance la volonté du président de l'Assemblée, non seulement d'accompagner toutes les actions menées par la Commission défense et sécurité, mais aussi la vision du président de la République.
par le dépôt de cette proposition, l'élu estime opportun l'alignement de cette proposition de loi pour limiter les dégâts et surtout les jeunes désœuvrés en République démocratique du Congo. Signature de l'accord entre l'armée ougandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. L'objectif est de mutualiser les efforts dans la traque contre les ADF ainsi que contre toute autre forme d'exaction imposée aux populations de l'Est de la RDC. La signature a été apposée par les ministres de la Défense des deux pays. L'accord autorisant les forces armées de la RDC et l'UPDF de l'Ouganda est enfin là. C'est une matière de la défense entre les deux pays frères, la RDC et l'Ouganda, qui viennent de se mettre d'accord pour mettre fin à toutes les forces du mal qui ont longtemps endeuillé l'Est de la République démocratique du Congo. Patronnés par les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RD Congo et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Gilbert Kabanda Kourenga et Vincent Bamalangashi se sont changés de signataires. C'est un accord général de défense, mais qui, dans le cas particulier du contexte dans lequel nous sommes, eh bien, encadre la mutualisation de nos forces armées qui est en cours, notamment dans la lutte contre l'ADF. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle. Et dans cet accord-là, cela est consigné. Mais il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique, disons, liés à la défense dans l'accord. L'accord va gérer les relations de coopération militaire entre l'Ouganda et le Congo. S'il y a des groupes armés locaux qui sont à cheval entre l'Ouganda et le Congo, cet accord va s'éteindre. Vous pouvez être sûr que cet accord est un élément majeur qui va booster la gestion de l'état de siège. Cet événement qui a eu lieu à Bunia dans la province de l'Ituri, Vincent Bamalangashi a salué cet accord avant d'assurer tous les Congolais de la détermination de l'armée de son pays, celle d'en finir avec les ADF derrière les forces armées de la RDC. Ce qui est très important pour nous, c'est de voir comment l'UPDF et les FARDC vont travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs assignés à cette opération. C'est le général-major Bombé Lelohola Camille qui est nommé coordonnateur des opérations FARDC et UPDF dans l'attente des dispositions définitives au sommet de l'armée. Télé 50 fait la une de RFI depuis l'interview exclusive de Jean-Marie Kassamba, une interview qui a remis les pendules à l'heure sur la prétendue enquête Congo Hold Up. Dans son article publié jeudi, la chaîne française n'a pas pu répondre à quelques questions posées par le patron de la BGFIBank, des questions qui mettent en mal toute la crédibilité de l'enquête. C'est une guerre médiatique qui vient de se déclarer entre Télé 50 et Radio France Internationale dans les dossiers BGFIBank, cité dans l'enquête Congo Hold Up dans le détournement de 138 millions de dollars. Pour répondre à ces accusations, le directeur général de la banque est exclusivement à Kinshasa. Et pour répondre à ces questions, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50, l'a reçu pour amener de plus amples détails dans ce dossier. Pour le directeur général BGFIBank, son groupe respecte toutes les règles en la matière. Aller chercher dans la sous-région une entité qui a 7 milliards de total bilan. Aller chercher dans la sous-région une entreprise qui a plus de 700 millions de dollars de fonds propres. Aller chercher dans la sous-région une entité qui fait plus de 110 millions de dollars nets en termes de bénéfices. C'est pour l'année 2020. Donc si ces chiffres ne sont pas conséquents, je ne sais pas quoi vous dire. Selon l'enquête RFI et les consortiums de journalistes et ONG, BGFI aurait participé au détournement de plusieurs millions. Et devant Jean-Marie Kassamba, le directeur général de BGFIBank dément cette information et dit que sa banque a déjà pris des mesures pour éviter des dérapages. Qui dit que Télé 50 est une chaîne non internationale par la confiance et l'intérêt porté par BGFIBank
pour répondre aux différentes préoccupations des enquêtes Congo-LDAP, c'est un signe montrant la confiance et la grandeur des Télé 50 et de son directeur Jean-Marie Kassamba. Programme Kinshasa-Bopeto de l'hôtel de ville, des travaux d'assainissement et de curage des caniveaux et rivières ont été réalisés ce jeudi sur plusieurs sites dans la capitale, notamment dans les communes de Kasavubu et de Kinshasa. Des travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage pour soulager la population en cette période de pluie. L'opération Kinshasa-Bopeto, initiée par l'hôtel des villes de Kinshasa, se poursuit. Exécutée par l'Office de voirie et drainage, ces travaux d'assainissement et d'écurage de la capitale ont concerné pour cette séance d'abord la commune de Kasavubu. Et c'est sous l'œil attentif de la bourgmestre Mouyimeta. Ici, par exemple, sur Dibaya, il n'y a pas de caniveau. Par contre, sur Éthiopie, la commune va essayer d'inviter les notables, les chefs de rue, parce que les sachets, entre-temps, il y a une opération, Kasavubu, ça sachet. Hein. L'eau en sachet, là, c'est interdit. La population elle-même, justement par les sensibilisations, va finir par comprendre que c'est dans son intérêt. J'attends la niveleuse. Ils m'ont promis de m'amener à niveleuse pour essayer de niveler l'avenue. Merci au DG. Hein. Après Kasavubu, cap vers l'avenue Kabambari dans la commune de Kinshasa et le rond-point Willery. Les ouvriers de l'OVD sont à pied d'œuvre. Le curage des caniveaux s'effondre sans problème pour laisser drainer les eaux. Nous avons curé beaucoup d'avenues et nous poursuivons l'opération. Là, nous sommes sur la rivière Yolo. Vous avez constaté l'effectivité des travaux. Donc pour la rivière Yolo, comme c'est un exitoire d'un bassin versant assez important, nous avons commencé à acquérir la rivière depuis l'aval, depuis le pont Métalco. À limiter au Mont-en-Bas sur la 12e rue, la rivière Yolo a aussi subi les coups de la pale excavatrice. Après cette journée de travail, bientôt, ce sera les autres districts qui vont recevoir les ouvriers de l'OVD sous la direction provinciale par Alain Chimbalanga. À l'Institut national de préparation professionnelle, clôture ce vendredi du projet de fonds solide en partenariat avec la coopération japonaise internationale, un projet qui assure l'employabilité de la population par l'établissement d'un mécanisme de financement de projets, de création d'une structure des stagiaires à la fin de la formation qualifiante à l'INPP pour appuyer le taux emploi. L'Institut national de préparation professionnelle ne se limite pas à former, il crée aussi des emplois. 5 ans après, le projet solide, en partenariat avec l'agence de coopération japonaise, apporte sa pierre à l'édifice pour assurer l'employabilité de la population active dans un pays avec un taux de chômage très élevé. Oui, nous sommes satisfaits des résultats parce que nous avons maintenant adhéré. Nous avons commencé des fonds solides avec l'appui de nos amis de la JICA. Et aujourd'hui, c'est l'atterrissage, je peux dire que c'est un de souhait qu'on ait quand même la suite avec nos amis de la JICA, si c'était bien. Avec d'autres bailleurs de fonds, si sollicitent revenir à l'INPP, nous appuyer dans ces cadres pour résorber le chômage. Parce que nous nous sommes dit qu'il ne suffit pas de former et que la personne se retrouve dans la rue. Il faut plutôt former et que quelqu'un doit avoir un emploi. Et à défaut, il s'installe lui-même, qui devient son propre patron. Le projet solide, par le fonds solide, vise l'établissement d'un mécanisme de financement des projets de création des stagiaires à la fin de la formation qualifiante à l'INPP pour appuyer l'auto-emploi. Votre présence en Hong est un témoignage de l'importance que nous avons au sujet de Dieu, qui est particulièrement important pour le partage de résultats concrets. Au total, une trentaine de stagiaires ont bénéficié de la première phase du projet solide.
Au Nord Kivu, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé vendredi à Goma une rencontre avec l'intersyndicale des différentes entreprises publiques et privées pour les sensibiliser sur les innovations contenues dans la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Cette rencontre organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale à Goma avait pour objectif de sensibiliser les délégués syndicaux sur comment s'occuper de leurs collègues en leur donnant de bonnes informations et en cotisant à la CNSS pour l'amélioration de leur sécurité sociale. Patrice Kambale Kamwenge, directeur provincial de la CNSS au Nord Kivu, précise que c'était aussi une occasion de recueillir les impressions de ces délégués syndicaux sur comment cet établissement public travaille. Nous avons réuni au moins une centaine d'entreprises avec au moins des délégués syndicaux opérant au sein de ces entreprises-là, au fait de procéder à une sensibilisation autour de la télédéclaration. Parce que vous savez qu'avec la nouvelle loi, maintenant l'employeur peut déclarer à partir de chez lui à travers l'application télédéclaration. Ces délégués syndicaux ont été aussi sensibilisés sur la nouvelle loi sur la sécurité sociale qui a plusieurs innovations selon Bikere Fingana, sous-directeur technique à la direction technique de la CNSS à Kinshasa. La réforme a retouché les assujettis. Il y a toute une liste. Quand vous lisez la loi, vous trouvez cela. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Et en dehors des assujettis, c'est-à-dire de ceux qui doivent cotiser, nous avons non seulement demandé qu'on augmente la cotisation, mais aussi il fallait que nous puissions augmenter la prise en charge. Nous puissions faire mieux dans la prise en charge des prestataires. C'est ce qui fait qu'actuellement nous commençons la prise en charge des prestataires à partir de la conception de l'enfant dans le ventre de sa mère. Nous payons les allocations prénatales. En dehors des allocations prénatales, à la naissance de l'enfant, nous payons les allocations de maternité. L'allocation de maternité, quand la femme va en congé, nous payons ce qu'on appelle les indemnités journalières de maternité. Ces délégués syndicaux ont salué ces innovations contenues dans cette nouvelle loi car elle offre plusieurs avantages. Atelier de formulation d'un avis sur l'accélération des impacts du programme national des stratégies de développement organisé par le Conseil économique et social. Un atelier qui devra permettre à réfléchir à comment lutter contre la pauvreté en RDC. Mettre fin à la planification inopérante et discontinue est la leitmotiv de l'atelier sur le programme national stratégique de développement en République démocratique du Congo, organisé par le Conseil économique et social. Ici, le vice-premier ministre du plan et le conseil du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté ont pris part et félicité le travail abattu par les conseillers de la République. Jean-Pierre Kiwakana, qui a présidé cet atelier, a insisté que la quête de la victoire sur la pauvreté doit se matérialiser par la prospérité partagée. Nous allons nous permettre de plaider auprès de nos gouvernants qu'en réalité, nous devons commencer par répertorier des secteurs où les investissements, une fois résolus, pourraient trouver un effet d'entraînement sur d'autres secteurs. Parce que tout est prioritaire en réalité. Mais comme tout est prioritaire, si nous faisons le tout en même temps, au même moment. Et encore, nous devons aussi savoir nous-mêmes quels sont ces secteurs prioritaires. Lorsque nous recevons les investisseurs, qu'on s'arrête de dire les pays qui ont venu investir où vous voulez. Non, c'est à nous à dire voilà les secteurs prioritaires par lesquels il faut commencer à investir. Ces avis devront permettre d'accélérer des impacts visibles et réels sur le programme national stratégique de développement en République démocratique du Congo. Processus électoral en RDC, le Front patriotique 2023 réaffirme son soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat commun aux prochaines échéances. C'est son président national Steve Mbikai qui a fait cette annonce. Cette sortie médiatique offre une nouvelle opportunité au Front patriotique 2023 de renouveler son attachement au président de la République. L'objectif étant d'obtenir la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la prochaine présidentielle. La situation sociopolitique a dominé les échanges entre le président national du FP 2023 et les partis politiques, membres de ce regroupement. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette réunion, notamment l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Le Front patriotique 2023, qui est à la première ligne
de la défense du président de la République se retrouvent en difficulté sur le terrain du fait du mécontentement généralisé de la population suite à la difficulté du gouvernement en place de répondre aux besoins sociaux de la population malgré les orientations reçues du chef de l'État dans différentes réunions du Conseil des ministres. Étant donné le mécontentement généralisé, le Front patriotique 2023 demande instamment au président de la République d'en tirer toutes les conséquences en vue de permettre à notre famille politique de capitaliser les 2 ans qui restent en vue de planter le décor d'une victoire à tous les niveaux lors des joutes électorales qui pointent à l'horizon. Tout est clair que le Front patriotique 2023 restait déterminé à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. La ville de Bukavu, dans le sud Kivu, était en ébullition ce vendredi. Les journalistes de cette province réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo ont manifesté pour exiger qu'une audience en flagrance et en chambre foraine soit tenue à l'Assemblée provinciale pour que les policiers auteurs des actes barbares orchestrés à l'encontre des chevaliers de la plume soient punis conformément à la loi selon que Darius Kitokala a indiqué, président sectionnaire de l'UNPC. C'est une impressionnante mobilisation à l'appel de l'Union nationale de la presse du Congo, section Sud Kivu. Les journalistes venus de différentes chaînes de la ville, auxquelles se sont joints les organisations de défense des droits de l'homme, tous de noirs vêtus en signe de deuil, sont descendus dans la rue pour dire non à ce qu'ils qualifient de barbarie policière à l'encontre des journalistes. Le 2 décembre, lors d'une plénière émaillée de plusieurs irrégularités, 9 journalistes ont été victimes de coups et blessures de la part des éléments de la police. Le travail des journalistes n'est pas un crime. Nous ne méritons pas la barbarie, nous ne méritons pas d'être fouettés. Et pour nous, descendre dans la rue aujourd'hui, c'est pour faire passer ce message, dire à nos autorités, les éléments de l'ordre, que nous ne sommes pas des ennemis. Au gouvernorat de province, un mémorandum a été lu et déposé des mains du gouverneur par intérim. Le fait de s'attaquer aux journalistes en plein exercice de leur travail étant un acte de grave cruauté, les signataires exigent des enquêtes indépendantes afin que soient punis les auteurs matériels et intellectuels de ces violations conformément à la loi. Exigent des garanties de non-répétition à travers la tenue d'une audience en flagrance et en chambre foraine. Parti de l'hôtel de poste jusqu'au gouvernorat de province, c'est plus ou moins 2 kilomètres parcourus à pied. Au cours de cette marche, les journalistes ont tenu à démontrer leur solidarité et demander aux autorités à tous les niveaux de garantir la sécurité de ces derniers. La ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, a abrité la première matinée politique de la dynamique des femmes pour le changement du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Les femmes de la province du Haut-Katanga et du Lualaba ont pris part active. La dynamique des femmes pour les changements, sous l'initiative de la coordinatrice nationale, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, a organisé une matinée politique à l'intention des femmes du Haut-Katanga et du Lualaba. Le centre Aropé de Lubumbashi a servi de cadre à la tenue de cette matinée des hautes portées stratégiques et politiques qui a gravité autour de plusieurs sujets. C'est d'abord le leadership féminin, un sujet développé par le professeur Georgette Biébi. Dans son exposé, elle a exhorté les femmes d'Ensemble pour la République, sur qui repose la confiance du chairman Moïse Katumbi Chapwe, à opter pour le leadership positif afin d'influencer et de porter haut les valeurs du parti. Ensuite, la députée nationale Tania Mokolo et la sénatrice Sona Kamitatu ont saisi de l'opportunité pour partager leurs expériences vécues dans les domaines politiques. Enfin, le leadership féminin et communication politique, un sous-thème important qui a été développé par les coachs Eugène Kandolo. Le président Moïse Katumbi a fait éruption et ne pouvait pas rater à ces rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, aidez-nous à reconstruire notre pays ensemble.
Je compte beaucoup sur vous. En tout cas, je sais à tout Africa au mois de janvier. Je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux. Et Dieu vous bénisse. Cette matinée politique. Dans la province du Haut-Touélé, le projet d'édit budgétaire portant budget 2022 de la province du Haut-Touélé a été déclaré recevable par les députés provinciaux. Cela est intervenu jeudi dernier après la réplique du gouverneur de province Christophe Bassiane Enanga aux préoccupations des élus provinciaux soulevées 48 heures plus tôt au sujet de ce projet évalué à plus de 210 milliards de francs congolais. Juste après ces honneurs, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassiane Enanga, a franchi les portillons pour cet entretien avec le président de l'organe délibérant, Afaounda Fongena Sumbu, avant de gagner cette salle de plénière, peu avant le membre du bureau. Dans sa réplique, l'autorité provinciale ne esquive rien. L'exécutif provincial a déjà entamé les travaux dans certains chefs-lieux de territoire, notamment à Ouacha, dans la ville d'ici Wamba. Une fois qu'on arrive à Nyangara, nous souhaiterions rentrer à Dungu. Et nous avions empêché à notre population qui va à Durba de faire 420 km et qui font 330 aujourd'hui. Aussi de la même manière, nous construisons les écoles. Nous allons les construire. De réponse Serge Calon, suffisante à même de permettre à ces élus de délibérer. 48 heures plus tôt, le chef de l'exécutif provincial était salué par la quasi-totalité des députés pour sa gestion axée sur les résultats à l'image de celle-ci. Nous avons vu les travaux se réaliser en qualité et en quantité. La chaussée, construction et de réhabilitation des caniveaux, l'assainissement de l'environnement, le bouchage des gros bourbiers en étant très record. Avec ce budget de plus de 210 milliards de francs congolais, le gouvernement provincial entend maintenir, pourquoi pas, accentuer l'élan de développement en cours dans les domaines tels que les infrastructures routières et immobilières, les équipements ou encore l'éducation, en vue de soutenir la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Au Maniema, l'Assemblée provinciale se dit déterminée à poursuivre ses missions, dont celle de contrôle de l'exécutif provincial. Elle met en garde toute personne qui s'évertuerait à empêcher l'exercice de cette mission. Suivez la déclaration. L'Assemblée provinciale d'Imaniema tient à rappeler à l'opinion publique que les contrôles parlementaires font partie des prérogatives du dévolu et c'est conformément aux articles 7 et 40 de la loi numéro 08 par 012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et que celle-ci n'épargne quiconque gère les fonds de l'État, quelles que soient ses qualités ou ses appartenances politiques. Par ailleurs, toute motion de quelque nature que ce soit, une fois adoptée par la plénière, cesse d'appartenir à son initiateur. Tel est le cas de celle initiée par l'honorable Djangani Manda Félix, aujourd'hui victime de menaces. Ce faisant, l'Assemblée provinciale d'Imaniema met en garde toute personne qui se vertuerait à barrer la route à la première institution politique de la province dans l'exercice de ses missions régaliennes et promet d'ester en justice tout contrevenant. Le complexe scolaire Élite, situé au quartier Kanlouka, vient de bénéficier d'une bibliothèque moderne. Il s'agit d'un don de la Fondation Chantal Pembe pour appuyer l'éducation des enfants. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi en présence de plusieurs personnalités du pays. C'est la ministre provinciale de la Culture qui a coupé le ruban symbolique en présence de la présidente de la Fondation Chantal Pembe, marquant l'ouverture de cette bibliothèque répondant aux normes internationales. Selon la présidente de la Fondation Chantal Pembe, cette action de bienfaisance traduit son engagement à contribuer à l'éducation des enfants car l'avenir du pays en dépend. Cette action est censée être pérenne. En fait, l'idée de la Fondation Chantal Pembe, c'est de pouvoir réintroduire le fait de remettre des bibliothèques dans les écoles pour accompagner l'instruction et l'éducation des enfants. Donc, si on peut arriver à faire ça sur toute l'étendue du pays, ça serait une très bonne chose. L'objectif visé, c'est d'aider les enfants dès la base, donc depuis la maternelle, de s'habituer
avec le livre et que le livre et la lecture accompagnent toute la partie primaire afin de consolider l'apprentissage de base. La cérémonie a également été marquée par l'inauguration d'un forage, œuvre de l'église des Saints des derniers jours, pour permettre aux élèves du complexe scolaire élite d'avoir accès à l'eau potable. Comme si cela ne suffisait pas, la fondation Chantal Pembe a également mis à la disposition des élèves et aux habitants du quartier des robinets, de quoi réjouir les bénéficiaires. Maman Nzamba Pambola yo koba la kosala ba idée ozana on a venu pour la biso koba kosala biso na bana na ba koko. Donc eleka vraiment. La cérémonie s'est clôturée par la remise des prix d'encouragement aux meilleurs élèves. L'Agence pour la lutte, pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes APLTP, service rattaché à la présidence de la République, a organisé à Kinshasa un atelier d'analyse et validation des mécanismes de référencement des victimes de traite en RDC. Dans le cadre de la sensibilisation sur la notion de la traite des personnes en République démocratique du Congo, au cours de cet atelier, l'Agence pour la lutte et la prévention contre la traite des personnes, un service spécialisé du cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a démontré l'importance de l'acquisition du document sur la traite pour permettre aux agents de première ligne, notamment les policiers, les magistrats et tous ceux qui peuvent intervenir en matière de la traite des personnes, qu'ils pourront remplir en cas de détection d'un cas de traite. Avant l'application, nous disposons déjà d'un mécanisme national dont évidemment la prise en compte ne tient pas compte de ce mécanisme de référencement tel que le veut la Convention sur la criminalité transnationale organisée, le protocole additionnel à cette convention qui porte sur la traite des personnes. C'est pourquoi ce mécanisme-là, que nous allons analyser aujourd'hui, permettront de faire ces distinguos que dans le cas de traite des personnes, on aura alors appliqué in plano tout ce qu'il faut à la faveur d'une victime de la traite des personnes, mais dans le cas évidemment de séjours irréguliers ou ce qu'on appelle le trafic illicite des migrants, là ce sera un autre statut qu'on va relever. À l'issue de cet atelier, les participants n'ont eu qu'à remercier le chef de l'État pour l'initiative de la lutte contre la traite des personnes et l'importance qu'il faut donner à ce document. Il s'y est de noter que pendant plusieurs années, la RDC a été maintenue au niveau le plus bas, niveau 3, du classement mondial de la traite des personnes du département d'État américain. Depuis la création de l'APLTP par le président Félix Tshisekedi et son entrée effective en action en 2020, la RDC est passée au niveau 2 de cette liste de surveillance du gouvernement américain. Effort qui sont en partie à la base de la reprise de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis. Le cercle des réformateurs intègres du Congo, parti politique qui soutient la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, vient de totaliser une année depuis son officialisation sous la houlette de la présidente nationale Stéphanie Mbombo. Ces militants se sont retrouvés ce vendredi au jardin botanique de Kinshasa pour célébrer les prouesses réalisées en si peu de temps. Ce sont des milliers de militants du cercle des réformateurs intègres du Congo qui se sont retrouvés ce vendredi 10 décembre 2021 au jardin botanique de Kinshasa pour célébrer le premier anniversaire de ces jeunes partis politiques créés par Stéphanie Mbombo dans le but de regrouper essentiellement des jeunes autour d'un idéal commun. Nous sommes convaincus que l'investissement dans l'homme est le seul investissement qui soit meilleur, qui soit moteur de développement, qui soit miraculeux et la clé pour développer notre pays. CRIC, qui a existé bien avant d'être officialisé l'an dernier, se veut un parti qui a pour ambition première de se démarquer des autres en donnant une place de choix aux jeunes et aux femmes, utilisés partout ailleurs comme marchepied et objet de décoration. À une année seulement, ces jeunes partis politiques qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé beaucoup de prouesses et a su s'implanter dans bon nombre de provinces de la RDC. Vous avez suivi que le chef de l'État a demandé à ce que tous les orphelins aillent à l'école. Nous avons visité des orphelins, nous avons assisté du moins qu'on pouvait, sensibiliser et visiter des écoles pour voir comment est-ce qu'on pouvait aider et ce qu'on pouvait mettre à leur disposition, nous l'avons fait. Nous sommes aujourd'hui, le jour de l'anniversaire, nous allons financer par rapport, pas nous, CRIC, j'insiste, nous sommes un mouvement de lobby, nous levons le fond, nous toquons, nous nous réveillons, nous marchons pour que nos membres qui sont en nous, qui croient en nous, retrouvent
le sourire dans l'art politique. La célébration de ses premiers anniversaires du Cercle des réformateurs intègres du Congo a connu la participation de certaines personnalités et au cadre d'autres partis politiques, dont Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Lancement du processus de l'élaboration du plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies par le gouvernement. L'Union des jeunes Congolais pour le changement UJCC a conduit les travaux. Regardez. La feuille de route nationale de la jeunesse élaborée et validée par les jeunes lors du Forum spécial de la jeunesse pour la paix grâce au projet Tufaulu Pamoja, entendez, réussissons ensemble, qui exécute l'Union des jeunes Congolais pour le changement. UJCC a conduit le gouvernement au lancement du processus de l'élaboration du plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'y est de noter que cette activité s'inscrit dans le cadre du 6e anniversaire d'adoption de la résolution 2250 du 9 décembre 2015, en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Jeunesse, le président du Conseil de la Jeunesse, l'ambassadeur de Suède et la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse. Le coordonnateur national de UJCC, Mukenge Totoro, se réjouit de plaidoyer mené auprès des autorités du pays afin que la jeunesse prenne part à des instances de décision et invite par ailleurs les jeunes à quitter les groupes armés. Aujourd'hui, c'est le 6e anniversaire de la résolution 2250. Cette résolution est l'instrument juridique sur le plan international qui vient pour soutenir les intérêts de la jeunesse, mais aussi toutes les actions de la jeunesse. Au fait, quel est le message que nous avons pour cet anniversaire? Nous sommes en train d'adresser un message clair à la jeunesse que désormais, vous pouvez participer à la paix dans notre pays, mais aussi au développement de notre pays. Participer leurs jeunes dans le développement. Donc vous comprenez que c'est un outil très important à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse se sentir enfin considérée et qu'il y ait sa place dans la gestion de notre pays. Place au rappel des principaux titres. Adoption au Sénat de la loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021 les a renvoyés à la commission ECOFIN et bonne gouvernance pour une étude plus approfondie. Télé 50 fait la une de RFI depuis l'interview exclusive de Jean-Marie Kassamba accordée au patron de BGFI Bank, interview qui a remis les pendules à l'heure sur la prétendue enquête de Congo Hold Up. Manifestation des journalistes ce vendredi à Bukavu pour exiger une audience en flagrance et en chambre foraine à l'Assemblée provinciale pour que les policiers auteurs des actes barbares orchestrés à l'encontre des chevaliers de la plume soient punis conformément à la loi. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent début de week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.